Les moments fédérateurs. Rien de plus essentiel que de se rassembler, de se retrouver, de créer des moments conviviaux de partage, notamment depuis l'atomisation générée par le télétravail et les multiples confinements vécus ces dernières années. Renforcement des liens sociaux, des rencontres, des interactions, création d'un sentiment d'appartenance, partage de connaissances ou d'expériences, création de réseaux professionnels, de soutien émotionnel, de plaisir, de joie. Les rassemblements favorisent la cohésion, la solidarité, l'engagement et apportent en cela des bienfaits indéniables. L'heure semble être à la groupophilie. Marches, manifestations, rassemblements, journées de solidarité multiples, etc. L'ère du temps est à ce qui unit. C'est la course aux convergences. Mais deux manières de converger se distinguent. La première est mécanique. Si l'on reprend l'expression de Durkheim, c'est-à-dire fondée sur des similitudes identitaires et communautaires. On ne se rassemble pas pour des causes politiques, économiques, morales, qui excèdent l'individu, mais mécaniquement, par identité ethnique, religieuse, sexuelle, etc. Qui se ressemblent s'assemblent, pour le dire plus simplement. Cette pulsion identitaire est d'autant plus inquiétante qu'elle se propage sans jamais remettre en question sa légitimité. Or, la défense ou le déploiement identitaire sont des composantes non négligeables de bien des conflits nationaux ou internationaux. Si certains ont le sentiment que face à eux, les autres constituent une menace pour leur ethnie, leur religion, leur territoire, leur nation, en un mot leur identité, tout ce qu'ils pourront faire pour écarter cette menace leur paraîtra légitime, jusqu'aux pires exactions. Raison pour laquelle on devrait tout faire pour limiter les rassemblements dont l'inclination identitaire est l'unique motif, en valorisant une seconde forme de solidarité, davantage fondée sur la capacité de faire société au-delà du proche, de nouer des liens au-delà du même, de créer une concorde au-delà du semblable. Comment faire ? La cause politique ne rassemble plus suffisamment. L'autorité politique, comme toute autorité, s'est progressivement effondrée. Les individus ne se sentent pas suffisamment concernés par un idéal politique pour ressentir la nécessité de s'y engager. Les grandes visions du monde, telles que le communisme ou le christianisme, se sont elles aussi défaites. Les promesses d'une vie meilleure ultérieure ne font plus le poids face à l'importance de l'immanence d'une vie heureuse, ici et maintenant. Les valeurs humanistes ne font plus recette non plus. Force est de constater que, dans une société individualisée, privilégiant le sur-mesure et le particulier, ne pas tenir compte des spécificités au nom de valeurs communes ne s'apparente plus à une noblesse universaliste, mais s'interprète au contraire comme un déni des différences, un refus des particularismes, une occultation des injustices. Si l'indifférenciation était hier le signe d'une grandeur de l'esprit humaniste, capable de dépasser les identités pour mieux se retrouver autour de ce qui rassemble, elle n'est aujourd'hui que le symptôme d'une indifférence coupable. En somme, toute forme d'idéal commun, qu'elle soit politique, religieuse ou universaliste, est désormais perçue comme contraire au mouvement d'individuation traversant l'ensemble de notre société et réclamant toujours plus de considération personnalisée. Alors comment s'unir tout en répondant à ce mouvement d'individuation ? Seule la liberté, à la fois individualisante et collective, semble pouvoir surpasser la cause identitaire trop souvent meurtrière. Individualisante, car c'est bien la liberté qui permet à un être d'exister. Toute étiquette identitaire ne fait de chacun qu'un exemplaire, un échantillon d'une catégorie plus générale, mais ne distingue et n'individualise jamais en rien. L'homme n'existe que par ses actes et ses choix libres, qui font de lui une singularité. N'étant affaire ni de naissance, ni d'éducation, ni de position sociale, ni de couleur de peau, ni de sexe, ni de genre, la liberté est la seule puissance personnelle que chacun possède en propre et à égalité. Collective, car c'est bien la liberté qui permet la démocratie. Si on peut certes l'améliorer sur bien des points, la démocratie reste à ce jour le modèle politique indépassable, ayant pour principe non pas l'identité, mais la liberté. La liberté du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est donc autour de la liberté, et non de l'identité que nous devrions davantage nous solidariser, pour éviter de tomber dans une fusion communautariste mécanique,
à l'œuvre dans chaque drame collectif. 11. La bienveillance. Ce mot est sur toutes les bouches, à toutes les sauces, à tous les menus. Il faut faire preuve de bienveillance, promouvoir un management bienveillant, etc. Être bienveillant favorise des relations plus harmonieuses, compréhensives. Elle favorise une attitude positive, un climat de confiance et améliore la productivité et le bien-être général. Mais lorsque la bienveillance devient si bien-pensante et qu'il est préférable pour paraître bienveillant de ne surtout pas dire à ses géniaux collaborateurs ce que l'on pense d'eux, la bienveillance se transforme en complaisance. Par bienveillance, chaque idée sera postitée et collée au paperboard de la réunion. Par bienveillance, chaque mot sera appuyé d'un sourire en toque. Par bienveillance, on ne dira pas vraiment ce qu'on pense de quelqu'un pour ne pas l'offenser. Par bienveillance, l'absence de jugement et d'esprit critique sera dûment recommandée, puisque juger reviendrait à entamer l'élan créateur de son génial collègue. Par bienveillance, on obtiendra un florilège d'opinions diverses, de lieux communs, de banalités sur un sujet donné, parce que sous prétexte de bienveillance, on n'ose pas contredire. La bienveillance devient alors le paravent de la peur, de la lâcheté. C'est l'arme des faibles, qui, pour mieux dissimuler leur faiblesse, leur impuissance à débattre, font de leur lacune argumentative un atout comportemental. Ne pas juger revient à être bon, ne pas critiquer à être tolérant, ne pas contredire à faire preuve de mansuétude. Or, rien n'est plus violent que cette complaisance lâche, qui confond la confrontation avec le conflit, les questions avec les critiques, le respect avec le non-dit. La bienveillance, au sens étymologique, signifie une disposition favorable à l'égard d'autrui. Benevolentia, en latin, a donné bénévolat. C'est dire qu'il y a de l'engagement dans l'idée de bienveillance. Un dialogue bienveillant cherchera donc avant tout à s'engager dans le sujet, à confronter les opinions entre elles. Depuis les Grecs, et notamment les dialogues socratiques, nous savons que c'est en dépassant les contradictions que le dialogue conduit à l'idée vraie, celle qui surmonte les contradictions. La vérité se définit par sa non-contradiction, contrairement à l'opinion, qui, elle, s'embourbe dans des contradictions sans fin lorsqu'elle est soumise à un examen approfondi. L'idée judicieuse n'est donc pas le produit d'une bonne volonté, d'une bonne intention, mais le résultat d'une contrainte, d'une confrontation avec la pensée des autres. La bienveillance qui refuse la confrontation n'aboutit à aucune idée vraie, qui par définition éprouve et dépasse les contradictions. Souvenons-nous que Socrate est comparé à un taon, l'insecte qui pique, qui dérange, qui asticote son interlocuteur par ses questions. Pour qu'une confrontation soit fructueuse, Socrate invite ses interlocuteurs à parler au nom de leur raison et non à celui de leur personne ou de leur fonction. Parler au nom de la raison suppose que l'on accepte d'être jugé sur ses paroles, ses idées, auxquelles le moi n'est pas entièrement réductible. Ainsi, on comprend en quoi s'engager dans une discussion, dans un débat, questionner une pensée, aller au bout de cette pensée, quitte à la contredire, ne revient pas à la critiquer, ne revient pas à être malveillant, mais simplement à l'éprouver et d'une certaine manière à la considérer. Mettre en difficulté une pensée, c'est lui accorder une certaine valeur, une certaine attention, puisque c'est passer du temps sur son idée. Si le conflit est certes une opposition, la confrontation, quant à elle, est un rapprochement. Confronter, c'est comparer. Comparer, c'est mettre côte à côte. Inversement, glisser sur les opinions d'autrui de peur de les critiquer et de ne pas paraître suffisamment bienveillant revient à ne pas faire cas de ses pensées. Être bienveillant ne consiste donc pas à éviter de déplaire en paraissant mielleux, mais au contraire, à pousser ses interlocuteurs dans leur retranchement pour mieux s'engager collectivement vers des idées plus justes et plus vraies. Autrement dit, celles qui dépassent la confrontation, le questionnement, la mise à l'épreuve de l'opinion énoncée. Pour cela, il est nécessaire de parler au nom de sa raison, et non à celui de sa personne ou de sa fonction, plus vulnérable à la critique et plus sensible à la flatterie. 12. La transversalité. La transversalité, ou l'approche transversale, désigne l'intégration et la coordination entre différents secteurs, disciplines ou départements pour atteindre des objectifs communs. Il est indéniable que la transversalité favorise une meilleure communication entre les multiples parties prenantes d'une organisation ou d'un projet.
Briser les silos, en combinant des perspectives diverses, permet une compréhension mutuelle accrue, stimule la créativité et l'innovation en parvenant à des solutions plus complètes. Adopter une approche transversale permet donc bien souvent de travailler de manière plus efficace, créative et cohérente. Mais, comme un pendule qui oscille d'un extrême à l'autre, nous sommes passés en quelques décennies d'un management autoritariste, vertical, paternaliste et peu recommandable, à un management dénué de toute forme d'autorité, tout aussi peu enviable. Car lorsque la transversalité, au nom de ses bonnes intentions, évince toute verticalité, le risque du nivellement généralisé est grand. Or, la bien-pensance n'en finit pas d'envahir la sphère professionnelle et de vanter l'empire de la transversalité. Nous devons nager dans une horizontalité radieuse, dans une synergie rayonnante qui vire parfois et même souvent à la niaiserie. Alors comment éviter la démagogie actuelle du tout horizontal, tout en refusant la rigidité passée de l'autoritarisme d'antan et du tout vertical? En réaffirmant l'autorité, qui se trouve à mi-chemin des deux écueils. Cette réévaluation ne va pas sans quelques confusions à démêler. La première est de nature politique. L'autorité ne se marie pas facilement avec la démocratie, car reconnaître et accepter une supériorité, ce en quoi consiste l'autorité, entre vite en contradiction avec l'interprétation courante, mais fausse, de la valeur démocratique d'égalité selon laquelle tout se vaut. Comment admettre une supériorité dans une société qui tente à confondre égalité et équivalence? Or, l'égalité de droit n'est pas l'équivalence des faits. Nous sommes tous égaux en droit, mais nous ne sommes pas équivalents pour autant. Certains travaillent mieux que d'autres. Certains ont plus de mérite que d'autres. Ne pas l'admettre, c'est refuser de reconnaître les gens à leur juste valeur. Cette première confusion en amène une deuxième. À l'ère égalitariste, toute inégalité est aussitôt assimilée à une injustice. Mais il y a des égalités injustes et des inégalités qui s'avèrent justes. Cela s'appelle l'équité. Si je paie plus d'impôts que mon voisin, c'est une inégalité qui se justifie. Si je reçois moins d'aide sociale qu'un chômeur, c'est une inégalité juste. Dans cette frénésie égalitariste, une autre confusion apparaît. La subordination est hâtivement assimilée à la soumission. Les deux termes se rejoignent inévitablement par l'idée commune d'obéissance, d'où leur amalgame facile. Mais une distinction s'impose toutefois entre la subordination, obéir en reconnaissant la légitimité du donneur d'ordre et en ayant la possibilité de s'en affranchir, et la soumission, qui est une obéissance contrainte sans possibilité de désobéir. Ces trois confusions conduisent à faire de l'autorité une forme d'autoritarisme, alors qu'il n'y a rien de plus opposé. Quand nous devenons autoritaires, c'est que nous perdons en autorité. Il faut alors user de force, de la voix ou d'autres moyens coercitifs pour se faire respecter. En ce sens, l'autoritarisme est un aveu de faiblesse et l'autorité une marque de puissance. Soutenir dans l'idée et encourager dans les faits l'autorité ne peut se faire qu'en dénonçant cette constellation de confusion et en comprenant que l'autorité grandit l'individu, comme son étymologie latine l'indique d'ailleurs, augere, augmenter. Face à l'autorité accordée, on ne devrait donc pas se sentir rabaissé ni soumis, mais au contraire augmenté et amélioré puisqu'on tente de se hisser à la hauteur des exigences de l'autorité reconnue en donnant le meilleur de soi-même. La différence entre le maître et l'élève, entre le salarié et le manager, ne serait plus alors ressentie comme une inégalité injuste ou une soumission dénigrante, mais deviendrait concevable au sein même du monde démocratique. Car quoi de plus démocratique que de rendre chaque individu de plus en plus grand et autonome? Contrairement à ce qu'assènent les modes managériales et la bien-pensance égalitariste de notre temps, l'autorité ne soumet pas, mais élève, n'assujettit pas, mais grandit. 13. La visibilité. Captation de données, vidéosurveillance, les dispositifs de traçage se multiplient en entreprise comme dans les villes. Les systèmes de visibilité permettent de dissuader les activités criminelles ou délictuelles, améliorent la sécurité, protègent les entreprises, les propriétés contre toute forme de dommages. Il est évident que dans les entreprises,
La visibilité peut aider à superviser les performances des employés, à prévenir les comportements inappropriés ou illégaux et à protéger la sécurité et les droits des individus en assurant que les entreprises respectent elles aussi les règles. Mais quand les nouvelles techniques de visibilité nourrissent, au nom de ces bonnes intentions, une inquiétante dérive sécuritaire, quand certaines entreprises vont jusqu'à imposer des caméras sur on pour voir où se trouve le salarié, qui télétravaille, s'il est bien chez lui et au calme, la surveillance se transforme en examen, la visibilité en contrôle. Le contrôle est facilité par ces nouvelles technologies au pouvoir panoptique. Ce pouvoir n'est plus le pouvoir visible, individualisé et autoritaire qui correspondait au premier âge du management, mais un pouvoir désindividualisé, désincarné, qui agit par l'effet d'une visibilité générale. Dans la majorité des grands sièges, l'architecture des bureaux répond à cette exigence de visibilité. Tout est vitré pour être transparent, tout devient visible et observable. Les bâtiments ne semblent plus faits pour être eux-mêmes vus et pour la beauté de leur architecture, mais pour mieux voir et rendre visible ceux qui s'y trouvent. Ce pouvoir de la visibilité est paradoxal. D'un côté, il est absolument indiscret puisqu'il est partout, en ne laissant aucune zone d'ombre, et de l'autre, absolument discret puisqu'il n'est détenu par personne et fonctionne en silence. Il rend visible en étant invisible. Les salariés s'y soumettent en n'obéissant à personne. C'est exactement le même processus avec les appareils connectés. Or, le management du XXIe siècle devra sans doute mettre progressivement fin à la surveillance, à la lisibilité permanente, au repérage qui rend le salarié mesurable, calculable, connaissable, en remplaçant la transparence, la traçabilité et l'enregistrement permanent par la confiance et le courage de se séparer de ceux qui ne veulent pas travailler ou à qui l'entreprise ne peut faire confiance. Malheureusement, la confiance en soi, dans les livres de management actuels, équivaut trop souvent à l'assurance, à l'esprit de winner. Vendue comme le facteur de la réussite personnelle et collective, la confiance devient une marchandise, un produit dont on doit apprendre la composition. Il faut savoir se vendre, comme on vendrait un produit de supermarché. C'est faire de la confiance le fruit d'une connaissance objective. Or, celui qui sait n'a de fait pas besoin de faire confiance. Le mot confiance, rappelons-le, vient du latin confidere, cum avec et fidere, avoir foi, et signifie qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en s'abandonnant à sa bienveillance. D'où les liens étymologiquement étroits entre confiance, confidence, crédit, foi, fidélité. Nous comprenons aujourd'hui encore le lien qui unit confiance et foi, en ce que la confiance, tout comme la foi, est un pari, au sens où le résultat n'est jamais garanti. Je peux être trahi, je peux être déçu. Dans les deux cas, il s'agit d'un saut dans l'inconnu. Accepter l'incertitude est une des conditions de la confiance. La confiance grandit quand on accepte le risque. La confiance se construit sur l'ignorance. C'est parce que nous ne savons pas que nous devons faire confiance. Le problème de la confiance ne réside donc pas dans l'accroissement de la certitude qu'on ne se trompera jamais, ou que les autres seront toujours à la hauteur des attentes, mais dans l'acceptation des incertitudes. Accepter le risque d'une relation qui échappe à la maîtrise cognitive est la condition même de la confiance. Aussi, les avancées technologiques permettant de tout surveiller ne doivent pas limiter ou amoindrir la confiance entre les collaborateurs, mais devenir, au contraire, l'occasion d'une confiance renouvelée. Car la confiance est rentable. C'est pour cela qu'elle a sa place dans l'entreprise. La confiance profite autant aux donneurs qu'aux receveurs, autant aux salariés qu'aux managers, autant aux malades qu'aux médecins, autant aux politiques qu'aux citoyens. À partir du moment où l'on fait confiance, celui ou ceux qui reçoivent ce don ne peuvent que se sentir investis du devoir de se montrer dignes de la confiance reçue. Infondée elle-même, elle fonde la bonne foi du partenaire. Insensée, elle justifie la fidélité après coup. Selon Vladimir Yankelevitch, il existe bien un pouvoir subversif de la confiance. La confiance des uns aurait le pouvoir d'engendrer la loyauté des autres. C'est pourquoi elle peut s'avérer rentable et ne doit pas être attendue passivement, mais voulue activement. Ne pas faire de la confiance une récompense comportementale, la conséquence de la visibilité, mais une condition d'exercice, serait aujourd'hui un pari managérial en vue de l'intérêt de l'entreprise.
La défiance n'apportant rien sinon l'angoisse, peur et inertie, nous gagnerions à privilégier la voie d'une confiance renouvelée à celle d'une défiance et d'une visibilité généralisée. 14. Les éléments de langage. Il est inévitable que certains termes reflètent les tendances actuelles. L'adoption de nouveaux mots à la mode est une adaptation à l'ère du temps. À chaque époque ses mots, sa grammaire, son usage. Mais comment se fait-il que certains mots l'emportent au point d'être immédiatement repris, répétés, copiés? Comment se fait-il que bienveillance, résilience, inspirant, posture, agilité, conduite du changement, transformation digitale et quelques autres éléments de langage, comme on dit là encore, terrassent les autres au point d'annexer toutes les bouches? Comment expliquer cette contagion langagière, cette viralité lexicale? Premièrement, nous payons la mode des années passées qui valorisait les images au détriment des mots. Une image vaut 1000 mots, disait-on avec malice. Les textes de présentation ont alors été remplacés par des lip-dubs, les plaquettes d'entreprise par des films amateurs déprimants, les conférences par des projections de slides en série, les entretiens par des QCM, les tests de personnalité par des graphiques, etc. Il s'en est suivi que les gens ont eu de moins en moins de mots à l'esprit. Deuxièmement, cet amenuisement du vocabulaire s'est accompagné d'une inflation bien pensante. Remarquez que ces mots répétés à l'envi sont généralement doux, plaisants, aimables. Étant pour la plupart positivement connotés, ils en deviennent par là même irréfutables. Faudrait-il être assez fou pour contester la bienveillance, la résilience, l'inspiration et tous ces termes intouchables? Une forme d'innocuité morale, d'invulnérabilité entoure ces expressions, de sorte que ceux qui les énoncent se sentent appartenir au camp du bien. Ce n'est pas tant la vérité, le souci de décrypter la réalité, l'adéquation entre les mots et les choses qui conduisent à ces stéréotypes positifs que le besoin d'être reconnu comme une personne positive, constructive, optimiste par ceux qui les reprennent en cœur. Les mots servent moins la réalité qu'ils ne servent l'ego de leurs fidèles. Comme si employer un terme positif positivait la personne. Cela revient à vouloir tirer profit du langage pour mieux gratifier son être. Troisièmement, derrière l'usage de ces mots positifs, et par là même irrécusables, on peut flairer un manque de courage, une peur d'être combattu, contredit, offensé. Louis XIV se laissait critiquer par La Bruyère ou par Molière, mais Sa Majesté la bien-pensance ne se plie pas au même exercice. La moindre remise en question l'offense, la moindre critique la blesse. Or, dans ce climat rose bonbon inattaquable, l'ironie, l'équivoque, le doute, la critique, l'interrogation, bref, la pensée, deviennent plus impraticables que jamais. Ces mots positifs agissent finalement comme des remparts, comme des paravents derrière lesquels s'abrite la crainte d'être contesté. Pour résumer, l'usage de ces mots ne cherche pas tant à signifier une situation qu'à valoriser leurs utilisateurs. En usant de ces termes, les habitués masquent leur pauvreté langagière, leur carence identitaire et leur vulnérabilité qu'ils camouflent derrière l'irréfutabilité d'un positivisme bien pensant. Derrière l'altitude qu'ils se donnent, c'est l'aveu d'une bassesse qui se révèle, celle d'une faiblesse qui se donne l'apparence de la bonté, celle d'un manque identitaire qui se donne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.